Jeanne Friot, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Big Media. Alors, on est au cœur de la 4e édition de We Are French Touch. Et on célèbre ensemble les industries culturelles et créatives françaises, dont tu fais partie, évidemment. Ouais. On ne te présente plus, mais je vais le faire quand même. On peut dire que tu es la créatrice de mode que tout le monde s'arrache. Alors, est-ce que ça a commencé avec Madonna, qui a fait appel à toi pour une première tenue, avec la cérémonie des JO, dont tu as fait partie, Complètement. ou après? Ça a été assez long, mais c'est Madonna, je crois qu'on l'a habillée en 2022. C'était une robe issue de ma première collection, qui était une robe faite en ceinture. On défilait même pas à ce moment-là, tu vois. Et son styliste nous appelle et dit on voudrait la même robe pour Madonna. Est-ce que vous pouvez l'envoyer genre dans 3 jours à New York? Évidemment tu dis oui quoi. Incroyable. Ouais, tu dis oui, tu dors pas de la nuit, tu fais la robe, tu l'envoies, tu le dis à personne et puis elle la porte et c'est le plus beau des cadeaux que tu peux avoir en commençant une marque de mode. Ça faisait même pas, ça faisait peut-être 2 ans quoi que moi j'existais. Ah oui. Et puis on a eu beaucoup d'artistes qui ont porté les créations. Des artistes américains, des artistes français, enfin vraiment partout. Et cet été, Daphné Burki et Thomas Joly sont venus me proposer enfin même pas cet été, c'est sorti cet été, mais c'était il y a plus de 6 mois, de participer à l'ouverture des Jeux Olympiques et donc de créer cette tenue pour la cavalière qui allait traverser la Seine, qui était une tenue symbolique de Jeanne d'Arc. Donc voilà, on a beaucoup d'histoires, beaucoup de rebondissements et c'est un vrai plaisir d'avoir des projets comme ça. Et alors, quand Jeanne Friot habille en effet cette cavalière d'argent pour la cérémonie des Jeux Olympiques, on imagine bien la visibilité que ça donne à ta marque. Ouais. Comment est-ce que derrière on transforme l'essai en termes commerciaux? C'est là toute la question, c'est que toutes ces célébrités, tous ces moments, les Jeux Olympiques c'est particulier parce que ça sort du cadre de la mode. Ouais. En tant que marque, on était déjà assez installés, on a eu la chance d'avoir de la presse derrière nous très très vite, et les Jeux Olympiques tout d'un coup c'est mondial et c'est surtout tous ces gens devant leur télé qui sont pas forcément intéressés par la mode ou c'est pas leur cœur, tu vois. De vraiment passion, donc ça a dépassé cette sphère-là et c'est ça qui est génial, c'est que finalement la marque a réussi à toucher un autre endroit et la question c'est comment on transforme ça. Donc c'est le travail qu'on fait aujourd'hui, de se dire qu'est-ce qui va être le prochain défilé de janvier, sur quoi on l'amène, comment on transforme cette visibilité, comment est-ce qu'on agit sur aussi les réseaux sociaux, etc. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme produit aussi, qui peuvent suivre ce fil conducteur. Donc c'est un vrai tremplin. Après, il faut que tout se mette en place derrière. On travaille pour ça aujourd'hui. Oui, c'est ça, parce qu'on imagine évidemment de l'autre côté de l'écran ou de la table que forcément avec un succès pareil en termes de visibilité, de médiatisation, que le carnet de commandes se remplit tout de suite. Oui. Ce qui a été le cas, c'est vrai, et c'est toujours le cas, c'est que ça a donné une impulsion, une énergie qui faisait que on a beaucoup vendu sur le site d'un coup après les Jeux Olympiques, ça a continué pendant l'été, on a encore plein d'artistes qui arrivent, qui nous demandent des tenues, etc., qui font des commandes, mais voilà, après il faut aussi agrandir l'équipe, c'est moi de plus en plus de temps de parole que je prends dans les médias où je suis pas à l'atelier avec les équipes, etc., donc c'est d'autres manières de procéder et il faut s'agrandir et grandir commercialement comme sur l'image en même temps. C'est ça le plus difficile, je pense, aujourd'hui. Oui, parce que ce que tu veux dire, c'est que évidemment la phase d'industrialisation, complètement. Elle éloigne un peu de la phase de création. Oui, complètement. Et puis après, la marque que j'ai créée, elle est non genrée, donc c'est une marque particulière pour ça. La mode que je fais, elle est très créative. Quand on la porte, on s'en rend compte. Et alors, évidemment, on précise que tu es habillée en Jeanne Friot. Voilà. Et surtout, c'est que des matériaux upcyclés ou recyclés. Donc, c'est aussi une mode qui prône la rareté dans le sens où on travaille que avec des dead stocks, donc des stocks invendus des maisons de luxe qu'on récupère. Et donc, par exemple, parfois, dans un rouleau, on peut faire 20 pièces, 5 pièces, 30 pièces, 60 pièces, ça dépend, mais c'est presque des pièces numérotées et ça redonne cette rareté et ce pouvoir qui, pour moi, est celui du luxe aux vêtements qu'on propose. Donc, forcément, on n'a pas la même industrialisation que quelqu'un qui fait du neuf. Donc, la question, c'est comment on grandit face à cette médiatisation et face à ce gros boom avec mon système.
qui est du made in France, qui est du recyclé, qui est du sourcing, qui prend beaucoup plus de temps autour du vêtement, autour de la pièce, autour de la création, que faire du neuf. Oui, parce que la marque, on comprend bien, elle véhicule tes valeurs. Donc en effet, tu l'as dit, c'est une marque qui est non genrée, qui évolue vraiment autour du concept ESG, d'économie circulaire, des circuits courts, etc. Est-ce que toi, tu estimes aujourd'hui, avec le recul que tu as, que c'est une difficulté ou au contraire un atout, parce que dans un contexte économique un peu sclérosé, un peu compliqué en France sur le retail, ta singularité, ça reste quand même un levier énorme, non? Oui, je pense que c'est un peu des deux. Ouais, c'est que être singulier, forcément, c'est dissident ou dissonant. Donc oui, c'est un atout parce que pour moi, j'aurais pas créé cette marque si je croyais pas en ce que je fais et en mes valeurs, et je serais incapable de faire de la mode qui est pas incarnée. Donc c'est un atout parce qu'on est différents, et c'est assez dingue de voir mes clients et mes clientes. On fait beaucoup de sur-mesure. Les gens viennent à l'atelier, ils essayent les pièces, on prend leurs mesures, on les fait à leur mesure, et de voir en fait le sentiment que ça leur procure quand ils les portent après, ou qu'ils reviennent et qu'ils essayent, ils disent ah c'est vachement bien. On avait oublié en fait tout ce fonctionnement qui est celui de la couture de base, et voilà, il y a quelque chose de très rare là-dedans qui est un endroit propice à la création, à la joie, et justement dans un marché où tout est en train de s'écrouler, on voit que le luxe s'écroule aussi. Je pense que c'est un vrai atout, mais c'est vrai que se développer comme ça et se déployer comme ça, c'est plus long. Et oui, forcément. Et puis porter une marque à bout de bois à bout de bras que tu finances en tout cas sur tes fonds propres. Est-ce que quelque part la solution ou la suite naturelle, ça ne serait pas d'ouvrir ton capital? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu réfléchis? Oui, c'est complètement le moment en ce moment où je réfléchis à ça. Ça fait 4 ans que je suis indépendante financièrement. Ça a un coût aussi de toujours tenir le bébé à bout de bras, se dire si cette collection marche pas, on va peut-être fermer. Comment est-ce qu'on va financer la seconde, la troisième, la quatrième? Puis après on se dit ça fait déjà 4 ans qu'on est là, donc c'est pas mal. Et c'est le moment. C'est le moment qu'on ait des investissements pour qu'on puisse aller plus loin, parce que on a réussi à faire tout ce chemin quasiment sans argent, avec très peu d'argent. Moi, ça me fait aussi beaucoup rêver de se dire, imaginons, on pourrait aller avec des moyens. Eh oui. Et voilà, imaginons où Jeanne Prieur pourrait aller avec des moyens. Le message est passé aux potentiels investisseurs qui nous écoutent. Et puis on va parler aussi des rôles modèles, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a très peu de femmes à la tête de maisons de couture ou de fashion de manière plus générale en France, et c'est assez contre-intuitif parce que c'est pourtant une industrie qui est très féminisée, mais pas sur les postes au plus haut niveau. Oui, complètement. Moi, c'est vraiment pour ça que j'ai apposé mon nom sur la marque. J'ai grandi avec mes grands-mères qui s'habillaient en Montana, en Chanel, en Riquiel, et la plupart c'était quand même des noms de femmes. J'ai grandi en regardant la mode faite par les femmes, Jeanne Lanvin, Madame Gray. Enfin, on peut passer toute la nuit à les citer. Et aujourd'hui, finalement, mon regard aujourd'hui sur ces maisons était que la plupart ont été créées par des femmes avec des noms de femmes, mais à leur place aujourd'hui en tant que directeur artistique, il y a beaucoup d'hommes. Et à partir du moment où tu commences à compter, tu te dis que la balance est pas bonne. Donc c'était aussi l'idée de dire c'est le moment d'être vocal sur ces sujets, c'est le moment de laisser la place aux femmes à des postes de pouvoir, pas que dans les ateliers, pas que derrière l'objectif, mais aussi devant. Et je pense que il faut commencer à compter. Quand on commence à compter, on se dit qu'il y a un vrai problème. Oui. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, toi, tu passes ce message-là. On peut être une femme, on peut lancer sa marque, on peut la diriger, et de surcroît avoir ce message sur le non-genre que tu portes avec beaucoup de passion. Complètement. Est-ce que pour toi, l'étape d'après, c'est la diversification, parce que je crois que tu travailles aussi sur des collaborations et sur des choses beaucoup plus larges que ton univers de base, notamment le mobilier. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Pour moi, cette marque, elle passe par le vêtement, mais j'adore plein d'autres endroits. Pour moi, la mode, c'était vraiment une manière de dire c'est mon médium, parce qu'à l'intérieur de la mode, on raconte une histoire à 360. Parce que on a le vêtement, mais on a aussi le moment du défilé, on a la musique, on a l'histoire qu'on raconte. Et aujourd'hui, après les Jeux Olympiques, on est en train de
vraiment commencer à travailler d'autres secteurs, et je trouve ça hyper intéressant et très excitant parce que d'aller sur de la danse, d'aller sur du costume scénique, on a fait tous les vêtements, par exemple tous les costumes de la tournée de Barbara Pravi, qui est une chanteuse française. Voilà, c'est intéressant de regarder comment est-ce qu'on crée un costume de scène, comment est-ce qu'on bouge dans un costume de scène, pourquoi est-ce que c'est différent de créer un costume quotidien, plein d'aspects de montage qui sont très différents, et c'est assez enthousiasmant. Donc voilà, le mobilier, on est en train de signer ça aussi. Félicitations. Voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir montrer tout ça et de pouvoir montrer tous les endroits où on peut aller avec cette marque, en fait. Oui, c'est ça, parce que c'est un univers qui est en effet très large, mais en même temps avec des sources d'inspiration qui elles-mêmes sont assez larges, parce que la mode, selon Jeanne Friot, ta mode, elle est inspirée beaucoup par la littérature, par les questions sociopolitiques, ce qui est quand même assez rare. Oui. Oui, souvent je dis que quand on me demande mes inspirations, je dis chaque collection, c'est en réaction à une actualité politique qui est dérangeante par rapport à mon corps ou par rapport à nos corps queer. Oui. Mon corps de femme ou nos corps queer, et malheureusement ces 4 dernières années il y en avait pas mal et ça continue, mais je pense que je suis peut-être la seule à avoir vraiment ce point de vue là et à vraiment aller à fond dans la littérature, parce que je pense qu'aussi la littérature c'est mon endroit, parce que là où j'avais pas de rôle modèle de femme faisant de la mode, lesbienne, engagée, dans la littérature il y en a beaucoup. Elles sont récentes en général, et il y en a aussi depuis très longtemps, mais là elles étaient visibles, là elles pouvaient trouver un endroit où s'épanouir, où être vocales, et donc je pense que c'est pas pour rien qu'il y a un vrai lien très fort avec la littérature, avec le cinéma, avec plein d'autres endroits, mais du coup oui, pour moi c'est vraiment quand je fais du mobilier, je le conçois de la même manière quand je fais un vêtement, tu vois, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que finalement cette vision, ma vision, elle peut s'exporter à plein d'autres endroits. Mais ce qui est assez fascinant, c'est que tes vêtements, qui sont par ailleurs sublimes, en fait, c'est pas une fin en soi. On comprend que la mode pour toi, enfin, tu la penses comme un médium. Complètement. Oui, complètement. Je pense que la mode, j'aurais pu faire autre chose aussi, mais la mode, c'est vraiment mon médium parce que il me permet de raconter une histoire à 360. Là, je suis en train de créer la musique du show avec une artiste pour le défilé de janvier. Et voilà, ça m'extasie autant de penser la musique, de penser comment, quelle personne, quel mannequin, quelle personnalité va venir marcher, qu'est-ce qu'elle raconte autour de l'histoire que je veux raconter, comment penser le vêtement à tel endroit. Et vraiment, c'est un défilé, c'est court, c'est 7-10 minutes maximum, quoi. Donc comment est-ce qu'on raconte une histoire pendant 10 minutes avec les gens qui la portent, avec la musique qui l'entoure, avec la lumière, avec tous ces éléments, en fait. Et la collection Red Warrior, enfin moi que j'ai trouvé spectaculaire, tu l'as pensé comment, pourquoi? C'était en réaction à quoi? C'est la première collection qui m'a vraiment lancée. C'était le tout premier défilé. Et c'était un moment assez particulier parce que Trump était déjà président. Il y avait ce qui se passait avec la loi Roe vs Wade. Il y avait ce qui se passait avec les femmes en Iran. Il y avait de plus en plus de féminicides et on commençait vraiment à poser ce mot-là en fait sur les féminicides français. Et je me disais, il est temps de faire quelque chose là-dessus. J'ai l'impression qu'on revient des années en arrière sur des droits où mes grands-mères se battaient déjà par rapport à nos corps, des corps de femmes, nos corps queer. Et en fait, je me suis dit, Red Warrior, parce que j'ai choisi une couleur, la couleur rouge monochromatique à travers toute la collection, pour se dire, personne ne pourra ne pas voir. Dans le sens où rouge comme le sang, rouge comme l'amour, rouge comme la couleur rouge, elle est très forte en symbole et elle est très forte visuellement. Et puis on avait terminé le défilé par une robe qui pour moi était comme des gouttes de sang brodées à la main en PVC recyclé sur une robe immense. Et voilà, pour moi c'était un message très fort. Oui, un moment en effet très fort, mais il y a aussi le fait que tu revisites le mythe de la petite sirène d'Anderson. Alors, toi, tu dis que c'est l'histoire, une histoire d'amour gay. Ouais, complètement. Moi, je me dis, mais je suis pas la seule. Mais en fait, j'ai commencé à regarder les sirènes, la symbolique et tout ça. C'était un moment, j'appelais le show sirène comme les sirènes de la petite sirène, mais comme les sirènes aussi qui tournent, quoi, les sirènes de police, l'alarme, le déclencheur. Et je tombe sur ce livre d'un illustrateur qui parle de la petite sirène, qui parle d'Anderson, qui parle de son histoire à lui, l'écrivain de la petite sirène, et en fait qui explique que il était follement amoureux de son mentor.
Et que donc, la moitié des gens se sont trompés parce qu'ils pensaient que c'était une histoire entre un homme et une femme, etc. Mais en fait, non, ça parle de sa propre histoire d'amour avec son mentor qu'il n'a pas vécu parce que son mentor n'était pas gay, dans un endroit dans les années, il y a très très longtemps, où être gay, être queer, c'était même pas possible publiquement, même juste possible dans la vie, et qu'en fait, mi-poisson, mi-humain, ça vient de là, c'est-à-dire un amour impossible et impossible à vivre ou à éclore, quoi. Et alors, est-ce qu'il y a un rêve que tu n'as pas encore réalisé, peut-être en termes de création ou de collection? Ah bah oui, je pense qu'il y en a plein, mais c'est pour ça que c'est excitant, parce que ça arrive tous les 6 mois. Histoire sans fin. C'est une histoire sans fin. Mais c'est ça que j'aime bien, ça va vite, ça bouge, et puis et on a la chance de pouvoir créer des nouvelles histoires tous les 6 mois. Donc ça, c'est chouette. Merci Jeanne Friot de nous avoir donné la chance de t'écouter aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup.